pour te répondre, ouais, rentier à cash flow, non. À mon sens, ça n'existe pas et ça serait très dangereux de compter dessus. Et je pense que ceux qui ont compté dessus et qui ne font rien d'autre, ils sont retournés au boulot tôt ou tard. Ouais. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'argent qu'on rembourse, c'est du vrai argent là, pour le coup. Et le jour où tu le revends, t'arriveras jamais, même avec un métier très bien payé, et encore plus avec un métier moins bien payé, t'arriveras jamais à épargner ce que tu rembourses C'est la magie quand de tu. l'IMO, quoi. C'est Ouais. que ton actif qui est brut aujourd'hui, dans 15-20 ans, il passe en net. Eh bien, le bonjour, vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Nous sommes en 2025 et c'est le moment de faire de l'argent comme jamais. Et aujourd'hui, on accueille nos chers invités, Charles, Arthur et Antoine, que vous avez pu entendre en intro. Et on va parler voilà, de gros montées dans l'immobilier avec un patrimoine qui est très conséquent. Forcément, moi, j'ai déjà un patrimoine qui est je suis dans les 0 et quelques pourcents de la population française et eux, on atteint carrément le 1/10 millième, je pense, parce qu'ils ont carrément créé une foncière. On a fait un épisode de podcast privé que je vous invite à aller écouter avec Charles Arthur et Antoine où on montre comment s'endetter, justement, un lot, 10 lots, 50 lots, 100 lots. Et qu'on voit à chaque fois que c'est des étapes qui sont différentes. Moi, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent, mais comment tu as fait pour enchaîner? Comment tu fais? On me parle des endettements à 35%. J'ai une formation sur un dossier, le dossier bancaire que j'utilise, hein, si jamais vous voulez aller voir. Et voilà, en tout cas, nous, les 35%, ça fait très 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 longtemps, vous en doutez, qu'on n'y est plus. J'ai acheté encore 3 biens. Cette année, je vais vous faire un petit update de la semaine avant de commencer. Premier gros highlight de la semaine qui va peu vous intéresser, mais peut-être vous allez vous en rendre compte. J'étais malade comme un chien. C'est ce qu'il faut. Je pense qu'on peut le dire. J'ai dû, moi qui suis hyper actif, qui ai des journées déjà super remplies. Et là, en fait, j'ai dû tout stopper pendant une semaine. J'ai fait, voilà, j'ai fait que dormir. J'ai vu que Paco, mon acolyte, il a été dans le même cas. Ça arrive. Heureusement qu'on a beaucoup de choses en place qui tournent en automatique parce que je sais pas comment j'aurais fait. Et puis qu'on est aussi épaulé. Ce que je voulais vous raconter, si vous avez suivi le 10 janvier, on a signé 3 biens avec Michel. Je vous fais un petit update sur les 3 biens. Il y en avait un qui était déjà loué. Je vous donne les chiffres, hein, 50 000. Les gens, en fait, les personnes, elles me croient pas. Si vous voulez, vous prenez un appel avec moi, je vous montre les actes notariés, il n'y a pas de souci, les baux, etc. C'est juste que, en fait, ça fait plus de 10 ans qu'on cherche des biens immobiliers, qu'on en cherche pour d'autres personnes, qu'on a ciblé nos zones, et malgré ça, on passe des dizaines d'heures à chercher jusqu'à trouver. Donc, si moi je vous dis les chiffres que j'ai trouvés, vous allez me dire oui, ça n'existe pas. Chaque semaine, je vous reçois des invités sur le podcast. Vous voyez un peu les rentas qu'on arrive à avoir, etc. Oui, si tu vas aujourd'hui sur le Bon Coin, que tu passes 20 minutes, tu vas pas les trouver. Mais c'est des chiffres, je peux les attester, bien entendu. Euh, donc, si vous voulez, vous prenez un appel avec moi, je vous les montrerai. On a acheté un premier bien, 50 000 euros, dans un hyper bon emplacement. C'est marrant, il y avait un téléfilm là, à la télé récemment, et on voyait pile l'endroit où j'ai un appart, on a acheté, puis on avait déjà un autre appartement dedans. Donc, et puis le film, c'était pas banlieue 13 bis, hein, vous en doutez. Donc voilà, loué 400 euros hors charge par mois. On l'a payé 50 000 euros déjà loué. Donc rien à faire. Ça se paye tout seul. Emplacement premium, nickel. On encaisse. Deuxième bien, on l'a loué, on l'a acheté 110 000 euros. Pareil, il avait déjà été vendu 138 000 euros. 110 000 euros, on a acheté un bien et on va le louer 840 euros hors charge. Alors là, on a mis 5 000 euros de travaux pour mettre une cuisine. C'est un appart, voilà, pour une famille, donc on a mis une cuisine, la vaisselle, etc. Et par contre, on a l'artisan, il a vu un petit souci, mais après c'est souvent comme ça, hein, quand vous achetez, il y a la colonne d'évacuation des eaux usées, donc ça fait pas rêver, qui fuit un peu. Donc le syndic, et ça c'est un problème qui est lié au syndic. Le syndic va s'occuper de ça. Donc voilà, faut juste un peu qu'on se mette d'accord avec eux, qui passent, etc. Donc ça a un petit peu prolongé. Donc là où à l'heure où j'enregistre, on est le 27. J'ai acheté le 10. S'il n'y avait pas eu ce problème, on pourrait louer à partir du 1er. Là, ça va sûrement nous décaler peut-être au 15 février. Pour ça qu'il faut toujours prévoir un peu plus large et prendre un différé si c'est possible. En tout cas, l'appartement, je vais vous dire exactement hier à 17h,
j'ai mis une annonce et à l'heure actuelle, j'ai 32 messages. Je viens donc à 11h du matin. Non, midi, plutôt midi. Voilà. Mais j'ai arrêté à 11h l'annonce parce qu'il y avait trop de demandes. Donc je l'ai mis à 840 € hors charge. 110 000 plus 15, ça doit faire un tout petit peu moins de 9% de renta. C'est un appart qui est dans un endroit très coté. Et bah voilà, ça ment pas. 32 messages. Souvent les périodes de janvier-février, c'est pas les meilleures. L'appartement, bah voilà, c'est pas de la renta LCD d'un petit bien ou quoi. Mais bah écoutez, nous on prend. Hein. Là, en gros, l'appartement en tout, il nous aura pris quoi? Allez, max 10 heures en tout, dossier bancaire compris, gérer l'artisan, etc. Et puis, eh ben, ça encaisse. Voilà, on a un emprunt d'à peu près 100 000 € dessus. Donc, 500-600 € de remboursement, on encaisse 840 €. Hop, on n'en parle plus. On peut avoir d'autres rentas, on peut faire des travaux dans un immeuble pendant 2 ans si on veut. Ou alors, voilà, on passe 10 heures, tout compris, dans un appartement bien placé. Quand il y a un problème d'évacuation des eaux usées, ben, c'est le syndic qui s'en occupe. Alors oui, le syndic, on le paye, mais bon, là, je suis bien content que ce soit lui qui gère ça. Et le troisième appartement, ben, mon artisan, il s'est occupé d'abord du premier, là, et puis le deuxième, ben voilà, il va faire ça. Pour rien vous cacher, je pars quelques jours à Dubaï, et puis quand je reviendrai, puis je vais enregistrer des épisodes de podcast là-bas. Quand je reviendrai, et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Quand je reviendrai, eh ben, normalement, ce sera bon. Et après, j'ai encore un autre appartement. C'est mon appartement défoncé. Vous avez sûrement écouté l'épisode. C'était vers mi-octobre que je l'ai sorti. Bah, quand même 3 mois de travaux, hein, plus de 3 mois de travaux, vous voyez. Là, on arrive sur la fin. Je suis content. C'est beau, c'est propre. Franchement, les 3 derniers apparts là qu'on a achetés, ils sont vraiment bien. Celui-là, ben, c'était mon appartement quand même, faut le dire. Celui qui a été défoncé à la base, c'était un peu mon appartement le moins bien. Il était tout à fait habitable. Hein. C'était la fille de la propriétaire qui habitait dedans avant que je l'achète, donc elle aurait pas fait habiter dans un taudis. Et bon, mais maintenant là, quand il va être fini, ça fait plaisir d'être dans des biens où on se dit ah ben voilà, ils sont vraiment bien, les locataires, ils vont se sentir bien dedans. Donc voilà, tout ça avance. Et puis quand je repasserai en Alsace, je m'occuperai, bah, soit mon gestionnaire il s'occupera des mises en location, soit je le ferai et on sera bien. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est que on a acheté le 10 janvier. Et ben fin février, au pire du pire, tout sera loué et puis on n'en parle plus. Voilà, moi c'est comme ça, c'est comme ça qu'on investit. Nous, on n'achète pas d'immeubles, on fait pas des biens avec des gros travaux, on commence pas à faire des projets sur la lune. On a des patrimoines en millions d'euros et on est encore en train d'acheter des appartes à 50-100 000 euros. Pourquoi? Parce que ça nous prend littéralement 10 heures. Ça prend largement moins de temps pour moi d'acheter un appartement que de changer de voiture, par exemple. Après, il y a d'autres stratégies qu'on peut comprendre aussi. Des immeubles, des gros travaux, ça dépend des zones dans lesquelles vous habitez, dans les zones dans lesquelles vous investissez. Mais nous, notre stratégie, c'est ça. On a eu, et tous les membres du Club Invest qu'on accompagne, on a eu par exemple Théo, qui est passé récemment sur le podcast, il a acheté quoi, 8, 7 appartements en, en 2 ans, avant 30 ans. Là, je l'ai eu au téléphone encore, pour rien vous cacher, hier. Il est en train de se positionner peut-être sur 2, 3, voire 4 appartements. Et il a un métier prenant à côté et il a une compagne et voilà, c'est nous notre vie, c'est juste engranger du patrimoine le plus possible, pas passer du temps de fou, je sais pas, voilà, pareil. Les appartements, on a un gestionnaire locatif, ok, bah ça nous coûte 7% des loyers, mais voilà, on n'a pas le temps. Combien de temps moi j'ai plus vite fait d'acheter un appartement de plus que de commencer à gérer tous les locataires. Donc c'est les stratégies. Si vous voulez appliquer les mêmes stratégies que, bah voilà, j'ai été transparent, je vous ai donné les chiffres que nous on arrive à trouver. On a d'ailleurs un nouveau venu dans le Club Invest, Antoine. Donc si vous voulez nous rejoindre au Club Invest, vous pouvez prendre un appel gratuitement avec nous. Vous allez soit sur le site clubinvest.fr, vous le trouvez sur grosbillet.com ou vous m'écrivez dans tous les cas. Vous pouvez prendre un appel gratuit avec nous. On peut voir. Donc on a un nouveau venu, Antoine. Et là, en ce moment, on a une offre. Offre anniversaire, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. C'est si vous nous rejoignez pour 6 mois, en fait, on vous accompagne pendant 12 mois. Et on a une offre, c'est simple, on a une offre où si vous trouvez pas de biens qui vous conviennent, au bout de 6 mois, on vous rembourse, tout simplement. En fait, parce que c'est ça fait 3 ans et quelques qu'on accompagne des membres
pour trouver des biens rentables, dont Théo, dont Kevin, dont Yannick que j'ai eu sur le podcast, etc. Et tous les membres qu'on a eu, des dizaines, ils ont acheté des peut-être à eux tous 100 lots maintenant. Et ils ont tous trouvé. Donc en gros, on a, et je pense que personne d'autre ne fait ça, on a un mentorat. On vous accompagne en direct. C'est pas juste des vidéos, c'est pas des appels juste de groupe ou quoi. Vous nous parlez en direct. Vous avez notre contact. Vous pouvez nous écrire quand vous voulez. Et voilà. En ce moment, pour 6 mois, vous payez 6 mois et vous avez 1 an d'accompagnement en tout. Donc 6 mois offerts et une garantie. Soit vous trouvez, donc vous prenez vraiment aucun risque, si ce n'est le risque de vous enrichir. Voilà, si vous prenez pour 6 mois, vous avez 1 an offert, donc clubinvest.fr ou vous m'écrivez Instagram, Telegram, LinkedIn, comme vous voulez. Voilà pour les news. Et dernier point, la formation crypto, vous le savez, la formation que j'ai enregistrée avec Sam, le prix va augmenter. Je vous avais dit c'était pour 2 semaines. Donc là, à la fin quand ça fera une semaine que cet épisode sera paru, le prix aura augmenté. Donc rejoignez-nous. J'ai eu des super bons retours des personnes qui nous ont suivis, que ce soit via la formation, soit via l'Académie des gros billets, c'est inclus dans l'Académie des gros billets si vous nous rejoignez également. Et vous avez du coup la formation crypto, que des bons retours dessus, que des personnes qui ont pu approfondir le sujet, des débutants qui connaissaient rien, des personnes plus avancées. Voilà, Sam, il est dans la crypto depuis 2012. On lui l'a fait pas à l'envers. Parfois, faut le remettre un peu. J'ai dû le remettre de temps en temps sur la voie du non ultra initié, parce que voilà, lui, il est passionné et ça fait trop plaisir dès qu'on veut creuser. On peut aller très 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 loin avec lui. On fera des lives aussi avec Sam. Et moi, voilà, j'avais justement ce rôle de vulgarisateur et Sam d'expert. Donc, on faisait vraiment un super bon duo. Moi, j'ai adoré tourner ces formations jusqu'au bout de la nuit, pour rien vous cacher, avec Sam. Et donc, voilà, grosbillet.com/crypto. Vous allez sinon sur mon site. Vous avez accès donc au prix promo. Mais dépêchez-vous parce que le prix va augmenter. Forcément, c'est un prix de lancement. Et merci à ceux qui nous ont fait confiance. On attaque l'épisode avec Charles Arthur et Antoine et on se retrouve de l'autre côté. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Antoine et Charles Arthur et on va parler de un peu le sommet de la montagne. Voilà, la plupart des investisseurs qui écoutent ça, vous êtes peut-être en division régionale ou division d'honneur de foot ou peut-être en National 1. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on arrive beaucoup plus haut? Donc, on va voir avec vous comment ça se passe. Écoutez, je vous laisse vous présenter rapidement. On a déjà fait un épisode de podcast privé, donc qui est sur la boîte à outils des investisseurs, dans lequel on dit comment passer de 1 bien à 5 biens, puis 10 biens, puis 20 biens, puis 100 biens. Là, on va voir comment vous avez fait dans l'épisode de podcast privé. C'était plutôt des conseils sur comment le faire. Là, on va voir comment vous, concrètement, vous l'avez fait. Et puis, à quel moment on dit bye bye patron aussi, parce que quiconque a un appartement, 5 ou 10, c'est très bien que ça prend un peu du temps. Donc, à un moment, il va falloir choisir. Je vais vous présenter. Antoine, si tu veux, tu peux commencer. Tu es en haut de mon écran et puis ensuite, on déroulera votre parcours. Ça marche. Bonjour à tous. Donc moi c'est Antoine. J'ai 31 ans. Donc si je suis ici, c'est pour vous parler d'immobilier. Donc en gros, j'ai commencé l'IMO moi il y a à peu près 5-6 ans. En parallèle de mon CDI, j'étais cadre dans une grande entreprise. Donc on va dire le statut privilégié pour pouvoir emprunter. Donc j'ai commencé par quelques lots et puis j'ai fait la rencontre dans mon travail de Charles Arthur, mon associé qui est aujourd'hui, donc qui se présentera après. Et en fait, au bout d'un moment, on a commencé à être à 5 lots, voire un peu plus, et on s'est posé la question du coup de quitter notre salariat, notre CDI, pour accompagner les particuliers et les entreprises d'investissement locatif. Et ce qui nous a permis en fait de générer du cash et d'accélérer encore plus dans l'immobilier. On vous en parlera un petit peu après. Ok, super. Et tu sais, je pense que je vous avais prévenu, je demande toujours un petit métier ingrat qu'on a pu faire dans sa vie d'avant. Alors ça part du stage de troisième au job étudiant ou alors au premier job qu'on a pu faire. Est-ce que tu as une petite anecdote sur le sujet?
Ouais, j'en ai fait pas mal, ouais. J'en ai fait pas mal parce que du coup, j'ai fait un prêt étudiant, donc pour payer mes études, bah voilà, je travaillais. Bah, j'en ai un qui était vraiment horrible. Je faisais les 3-8 dans une entreprise où toute ma journée, je passais mon temps debout à emballer des petits dopes. Et là, je me suis dit, ouais, c'est long quand même, 8 heures debout à emballer des petits dopes. Et quand je voyais qu'il y avait des gens qui avaient 50, 60 ans et ça faisait 15 ans qu'ils faisaient ça, je me disais Hmm. que ouais, il fallait vite que je retourne à l'école et que je finance mes études parce que je pourrais pas faire ça plus d'un mois et demi, 2 mois, quoi. Yes. Comme le dit souvent, j'ai un ami, il a pas fait trop d'études, il dit le boulot est chiant, mais la paye est nulle. Il dit souvent ça. Voilà, donc c'est ça un peu le, c'est un peu le point. Et c'est vrai qu'être debout, ça tue. Hein. Autant nous, on a des métiers assis. Enfin, avant qu'on fasse de l'immobilier, on avait des métiers assis où c'est aussi très, c'est pas bon pour la santé, la sédentarité. Mais quand t'es tout le temps debout, c'est super, super épuisant. On n'est pas, en tout cas, on n'est pas habitué. Non, ouais, ça met du temps, ça habitue. Puis après, ouais, Ouais. répéter les tâches, pouah, c'est pas évident Ah, aussi. Donc ouais, non, yes. j'étais bien content de retourner à l'école derrière ça. Et toi, Charles Arthur, Alors raconte-nous. enchanté, Charles Arthur, bonjour à tous. J'ai 32 ans, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé l'immobilier locatif. Donc au début à coût de un appartement par an, donc c'est le début de la courbe, hein, le plus dur à faire décoller. Sachant que j'avais le même statut qu'Antoine, un salarié CDI cadre d'une grande boîte, donc tout va bien. À partir du moment où on met un petit peu d'apport, on peut quand même se faire financer. Et surtout que à l'époque, on va dire il y a plus de 4 ans, les contraintes HCSF d'endettement de 35% n'étaient pas une obligation en fait, c'était une recommandation. Donc il y avait des banques qui l'appliquaient déjà comme une obligation, mais il y en a d'autres qui se contentaient de se dire bon, c'est une recommandation, mais je choisis de ne pas l'écouter. Donc du coup, j'ai pu quand même pas mal m'endetter en perso, jusqu'à avoir une vingtaine de lots avant de dire bye bye patron en l'occurrence. Il y a 3 ans, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Du coup, pour créer la société avec Antoine, dans laquelle on travaille ensemble donc depuis 3 ans avec les trois activités qui sont on continue de développer l'investissement locatif. Ça a toujours été notre mantra et c'est ce qu'on cherche à faire et même aujourd'hui c'est l'activité principale d'acheter de l'immobilier locatif pour l'exploiter. On a commencé à faire de l'accompagnement aux particuliers qui veulent acheter des appartements, des immeubles de rapport comme l'expliquait Antoine, et on a aussi commencé à faire du marchand de biens. Donc ça c'était entre il y a 3 ans et il y a un an, et là depuis une petite année on a créé une foncière où on s'est associé du coup avec encore d'autres personnes pour aller chercher plus loin, notamment en termes de collecte de fonds. Donc c'est-à-dire qu'on a ouvert notre capital pour pouvoir justement avoir plus d'apports et continuer de faire plus de projets, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre et c'est ce qu'on en a tiré de notre parcours. Ok, donc c'est pour ça que je disais en introduction, voilà, on est encore à un niveau bien supérieur à la plupart des personnes que j'ai pu recevoir sur le podcast et à moi également parce que j'ai pas de foncière et puis c'est pas, en tout cas c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Alors bien sûr j'ai plein de questions pour vous. On va essayer d'être peut-être pas faire oui comment t'as acheté ton premier bien, ton deuxième bien et tout ça parce que ça c'est je pense voilà un parcours qu'on peut faire pour les plus petits investisseurs. La première question peut-être qui me vient à l'esprit, c'est quand vous êtes rencontrés, parce que moi, par exemple, mon associé et moi, on s'est rencontrés, on avait déjà, j'aurais pu dire, mais à nous deux, peut-être 10, 12 lots, voilà, 5 chacun, et puis c'est là où on s'est dit, ouais, on est alignés. Est-ce que vous, c'était pareil, c'est ça qui a fait que vous avez bien matché, comment vous avez décidé tout simplement de vous associer, alors que, ben, vous aviez déjà, des biens en perso, si j'ai bien compris, pourquoi vous vouliez continuer? Moi, j'étais non résident. Je pensais qu'un résident, ça allait beaucoup m'aider. Ça m'a pas du tout aidé. Mais peut-être pour vous, à quel moment tu vous êtes dit, ok, à deux, ce sera mieux que tout seul, sachant qu'il y a c'est un peu la courbe en S là. Si vous avez fait les économies d'échelle là, dans les écoles de commerce, on t'apprend ça. Au début, quand t'es à deux, tu gagnes vachement de temps, et puis après, au bout d'un moment, parfois il y a aussi des doublons, quoi. Ouais, bah au fait, moi, enfin, Charles avait plus d'expérience que moi parce qu'il avait déjà fait ça depuis plusieurs années. Donc, Mhm. je me suis dit, s'associer avec cette personne, ça a vraiment du sens parce que voilà, il connaît déjà un peu l'IMO. Et après, bah en fait, ça s'est fait aussi un peu plus naturellement parce que du coup, en fait, on avait vraiment pour ambition tous les deux de quitter le monde du CDI. Et Charles, lui, voilà, il avait pour ambition de quitter. Allez, t'as quitté quoi, 6 mois, un an avant moi à peu près. Ouais. Et on s'était dit, bah, vas-y Charles, tu testes le business, tu testes si en fait les gens ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Et si c'est voilà, s'il y a une vraie demande. Et en fait, bah, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait cette demande-là. Et du coup, bah, en fait, après, Charles a des qualités que j'ai pas, et on va dire inversement. Donc, je trouve qu'on est assez complémentaires.
Et l'objet, ouais, c'était plutôt de se dire, est-ce qu'on ferait pas un bout de chemin ensemble? Parce que c'est, je trouve, beaucoup plus difficile, pardon, de quitter le CDI seul et de créer une boîte seule que à plusieurs. Enfin, en tout cas, Mhm. c'est ma perception. Hein. Je trouve qu'à deux, quand même, il y a un côté plus rassurant. Donc, ça s'est fait hyper naturellement. Et puis, bah après, du coup, on a enchaîné sans trop réfléchir pour arriver où on en est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu trop de doutes et au final, ça s'est fait hyper naturellement. Et je pense que c'est un peu ça, l'association qui peut être cool. Faut que ça soit pas forcé, faut que ce soit naturel, que ça vienne comme ça, quoi. Mais c'est Yes. vrai que tu vois ce que tu dis en termes de courbe. Alors là, du coup, on est que en audio, donc je vais essayer de le décrire. Mais en gros, la courbe de Gauss, hein, la courbe en cloche, où bah du coup à gauche tu démarres et t'es à zéro. En gros, bah si t'es tout seul, en fait, ça va être compliqué d'avancer, même si c'est possible. Et on trouvera toujours le contre-exemple du mec qui a réussi à empiler sans l'eau tout seul. Mais vraiment, en fait, aucun humain pris individuellement ne peut prendre des décisions aussi qualitatives que plusieurs personnes correctement sélectionnées qui réfléchissent ensemble. Et ça serait le milieu de la courbe de Gauss. En fait, quand t'es entre 2 et 5-6 à réfléchir à un sujet, avec on est tous différents, on est tous faits différemment, mais même génétiquement parlant, on a tous nos biais. Et en fait, le fait de réfléchir à plusieurs, ça permet de les gommer. Ça permet, tu vois, par exemple, quand on audite un bien, et on le faisait encore ce matin, quand t'as quelqu'un qui a passé 1 heure de route pour aller voir un immeuble, qui a passé 2 heures sur place à le visiter, 1 heure de retour, qui t'a compilé toutes les photos et préparé le tableau Excel, bah il est forcément un petit peu plus dans l'engrenage de j'ai pas envie d'avoir perdu mon temps et j'ai envie Mhm. d'acheter l'immeuble, même si on s'efforce de rester objectif et que enfin, tu vois, la personne qui te propose le bien ne se dit pas ça, mais inconsciemment, il y a forcément de ça. Il y a forcément de cette spirale d'engagement, de je suis pas là pour gaspiller mon temps et si moi je considère que ça, l'immeuble il est intéressant, bah il y a une sorte de biais de confirmation qui s'installe, alors que la personne qui est posée derrière son ordi en fait, qui faisait autre chose, qui savait même pas que tu allais visiter un immeuble et à qui tu le présentes, elle est tout de suite plus froide dans l'analyse. Et en fait, le parallèle que je fais, c'est en trading dans les banques, t'as le trader et t'as celui qui confirme le trade. Et du coup, ça gomme le biais en fait du trader fou qui va se dire c'est bon, là j'ai chopé une tendance ou je ne sais quoi. Et du coup, il y a le mec qui est complètement détaché de ça, qui lui limite il a pas de variable si le trade il fonctionne ou pas, donc il est complètement objectif par rapport à ça. Il va dire non, elle est nulle ton idée en fait, donc on n'y va pas. Et du coup, je trouve qu'en tout cas, ça évite de partir dans des extrêmes dans un sens ou dans l'autre. Et après, par contre, la fin de la courbe de Gauss où elle retombe, ça serait d'avoir trop d'associés ou de mal les choisir. C'est-à-dire que si t'essaies de te mettre d'accord à 200, bah ça va te faire une espèce de moyenne qui est pas forcément qualitative. Donc c'est aussi ça qu'on a essayé de faire au fur et à mesure de notre parcours, en fait, c'est de regarder où est-ce qu'on avait des lacunes et de s'associer avec des gens qui ne nous ressemblaient pas, justement. Yes. Mais il y a une théorie de la foule, là. Je sais pas si tu connais l'histoire entre Kasparov, là, aux échecs, contre, je sais plus, 10 000 ou 20 000 personnes. Et donc, en fait, sur un très grand nombre, par exemple, si on doit estimer le poids d'un bœuf ou un truc comme ça, eh ben, la moyenne des estimations, elle sera assez proche du vrai truc, du vrai poids. Mais, par contre, c'est sûr que pour faire de l'immobilier, ça sera pas, très utile. Ok. Donc, c'est super intéressant, ce que tu as dit. Et moi, bah, ça m'arrivait souvent aussi d'aller visiter tout seul. Et après, bah, Michel, mon associé, il me disait, lui était beaucoup plus froid. Mais de rien, les agents immobiliers, même si ils ont la crédibilité qu'on veut bien leur donner, et parfois elle est pas très élevée, mais mine de rien, ils ont aussi de l'influence sur nous. Et puis en fonction de rien que l'âge de qui c'est, comment ils se présentent, voilà, on est forcément influencé et ce serait vraiment hyper présomptueux de penser qu'il n'y a pas d'influence de la personne à qui tu as parlé. Tout comme bah, dans un bien, quand il fait beau, bah, tu as plus envie de l'acheter ou quand ça a été repeint, même si ça a été, il y a peut-être eu que, je sais pas, 2 000 € de petits travaux sur un appartement, bah, tu peux t'emballer parce que ton ressenti, c'est pas du tout le même que rien que si il n'y avait pas eu le ménage, tout simplement. Donc, à deux, Tiens, c'est... un petit tips par rapport à ça, c'est l'hiver, quand on visite des appartements qui sont pas chauffés. En fait, on le verbalise pas, mais c'est bizarre de rentrer dans un logement et de pas enlever sa veste, tu vois, Hmm. il fait aussi froid que dehors. Et ça, je le dis aux agents IMO, je dis, putain, mais dites à vos clients de souscrire un contrat EDF. Je sais qu'ils ont pas envie parce qu'ils sont vendeurs, parce qu'ils ont besoin d'argent, donc ils vont pas aller en plus payer de l'électricité ou du gaz. Mais si, il faut le faire parce que c'est inconscient, mais ça dégrade inconsciemment ta perception du bien. Si t'es dans un appartement, limite, tu vois, il est tout meublé, parce qu'à la limite qu'il soit vide ou que ce soit à moitié un chantier, c'est pas choquant. Mais tu vois, un appartement qui est encore limite en état d'être habité, mais dans lequel il fait froid, tu vas pas le verbaliser comme ça pendant la visite, mais ça va forcément te laisser une Hmm. impression négative. Yes. Bah, j'ai visité lundi et c'était que des apparts pas chauffés sauf un. Et ben j'ai bien vu la différence. Hein. Franchement, c'est pas du tout le même ressenti. Et en plus, les murs, tout le monde le sait pas, mais en fait, le sentiment de chaleur qu'on a, c'est à la fois l'air et c'est les murs aussi comment ils renvoient
La L'inertie, ouais. réfraction, ouais, enfin voilà, des murs. Donc même si tu chauffes juste avant, ça marche pas bien. C'est pareil pour l'électricité, c'est complètement scandaleux. Franchement, un appartement sur deux que je visite, il y a pas d'électricité. Tu visites des salles de bain, 3 fois sur 4, il y a pas de fenêtre. Et Ouais, ça, je suis et d'accord que la visite dans le noir, quand il n'y a pas d'élec, mais ça mais faut ça vraiment m'arrive préparer. quasiment tout le temps, moi. Ça m'arrive Ouais, quasiment je suis tout le temps. d'accord, moi aussi. Et c'est vrai que ça te donne déjà voilà, un a priori négatif quand tu es obligé de mettre le flash Mhm. de l'iPhone pour voir. Et puis même sur les photos, ça rend moins bien. Du coup, nous, quand Mhm. tu montres ça à tes associés et qu'il y a pas, que t'as flashé une vieille photo, t'as l'impression que t'es dans une cave, c'est vrai que le ressenti, il est pas le même. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu payes 10-15 000 euros d'agent immobilier et pas les 12 euros d'abonnement d'abonnement EDF. Ouais. Donc ouais. Et tu vois, Et moi je inversement, il y a pas longtemps, je visitais un appartement qui était vraiment très stylé, qui avait été pensé par une architecte d'intérieur. Et pendant la visite, l'agent IMO venait de rentrer le mandat, donc il avait pas toutes les infos. Et je lui dis, je pense qu'il y a un chauffage au sol, parce que le carrelage, il me réchauffe quand même les pieds. Puis on commence à regarder, il y avait un split de pompe à chaleur, mais il y avait pas de convecteur dans toutes les pièces. Donc ouais, on en déduit que c'est probablement du chauffage au sol, et il me l'a confirmé après. Bah, ça donne une impression hyper positive, en fait, parce que là, Hmm. on est en hiver. Donc non seulement il y avait la lumière, mais en plus il y avait du chauffage, et en plus ça te réchauffe les pieds alors que tu viens de dehors. Ouais. Donc là, on est dans l'autre côté, quoi. T'as apporté du Hmm. confort à ton visiteur. Ouais. Très important en tout cas. De toute façon, savoir vendre, c'est une compétence hyper utile dans le monde hein, sur tout ce qu'on fait. Hein. C'est vraiment et ça sert à rien de d'être hyper bon dans les travaux, dans les achats et tout, si ensuite tu perds des milliers d'euros parce que tu sais pas vendre tout simplement. Ok, donc là, très intéressant. Peut-être vous pouvez nous dire, je pense un point qui est important et que beaucoup de gens, moi j'essaie toujours d'être transparent et honnête. Toi, tu as dit, Charles Arthur, tu avais 20 biens. Est-ce que tu confirmes qu'avec 20 biens immobiliers, même si on les a bien achetés à 18, 10% de renta minimum, on peut pas vivre vraiment de l'immobilier? Est-ce que tu confirmes après, ça dépend toujours hein, des aspirations de chacun, hein, mais Bah est-ce ouais, que je te tu dirais? confirme, hein. Je suis Ouais. d'accord avec ça en fait, et en plus, bah, justement, j'ai eu la chance de démarrer dans des années où les taux étaient bas. Donc aujourd'hui, à 3 ou 4 on n'en parle même plus. Hein. Mais ne serait-ce qu'à l'époque, acheter des biens qui sont rentables et où tu empruntes à 1%, et oui, ça génère du cash flow. Alors en plus, je rajouterais que moi j'ai eu beaucoup de différés au début de mes prêts, donc ça a permis de Mm. reconstituer de la trésorerie. C'est aussi ça qui a permis d'enchaîner. Mais malgré tout ça, en fait, si tu prends ton montant de cash flow et que tu dis que tu vas vivre dessus, comment on fait le jour où il y a un ballon d'eau chaude qui pète? Comment on fait quand on a un petit peu de vacances locatives? Comment on fait quand bah, la taxe foncière elle monte comme tous les ans? En fait, c'est un flux de trésorerie et il vaut mieux en avoir que de pas en avoir. Et encore une fois, c'était beaucoup plus simple à 1% qu'à 4% en termes d'emprunt. Mais par contre, vivre dessus, ça serait une énorme erreur. En fait, ça te donne une sécurité pour aller faire autre chose. Ça te donne une sécurité sur ton parc locatif et c'est ça qui te permet d'empiler du volume. Mais à aucun moment, ça permet d'en vivre. En fait, rentier à cash flow, non. Par contre, rentier immobilier, bah oui, mais en fait, si t'as 4 immeubles qui sont complètement payés ou si bah, t'as plusieurs activités. Et ça a été plutôt notre cas, en fait, de se dire que l'intention, elle était pas tant de dire on achète X lots et ensuite on fait plus rien parce que c'est un peu paradoxal, hein, mais tu vois, quelqu'un qui courait après cet objectif de dire je veux devenir rentier grâce à mon cash flow, et imaginons que les taux redescendent à 1% et que c'est de nouveau théoriquement possible, il arrive à faire 20, 30 lots, et il a, allez, 2 000 euros de cash flow par mois. Bah, finalement, si il a réussi à se donner les moyens d'acheter ce nombre de lots, c'est qu'il n'est pas câblé pour rien faire, en fait. Il n'est pas câblé pour être Mm. rentier comme tout le monde l'entend. Donc, en fait, c'est assez probable qu'il se professionnalise et qu'il continue, qu'il ait une activité, que ce soit bah, d'agent immobilier, de diagnostiqueur, de marchand de biens, d'investisseur, de plein de choses. Et ça a été notre cas, tu vois, on a plusieurs casquettes, parce qu'on aime réellement ça, en fait. On aime sincèrement ça. On l'a pas fait pour l'argent, même si évidemment c'est une des conséquences, mais c'est pas comment dire, ouais, c'est vraiment une illusion quoi, le rentier à cash flow. Mais je comprends le business model des personnes qui te enfin je comprends, ça veut pas dire que j'y adhère, hein, mais je comprends qu'il faille donner cette proposition de valeur, de dire bon bah voilà, vous êtes salarié en CDI, vous souffrez, votre patron est un con, donc si vous faites 2 apparts en courte durée, bah vous allez pouvoir être indépendant financièrement. Et ça, bon, déjà, la théorie, elle est douteuse, la pratique, elle l'est d'autant plus. Et puis, pour le coup, nous, on n'est pas du tout anti-salarié. Tu vois, on dit, oui, on a quitté notre salariat parce que c'était la voie naturelle. Mais tu vois, dans les gens qu'on accompagne, on a plein de personnes qui sont salariés ou profession libérale enfin, vraiment de toute nature. Et en fait, pour plein de personnes, ils sont au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut pas quitter Mm. parce qu'ils ont peut-être une aversion au risque qui est plus élevée que la nôtre, parce qu'ils ont peut-être un salariat qui est tellement rémunérateur et ils sont arrivés à un stade de compétence dans leur domaine professionnel où en fait ils sont dans une sous-niche de sous-niche et en fait ils pourraient pas faire grand-chose d'autre que ça, mais par contre ils sont exactement à la bonne place et en plus ils se régalent dans ce qu'ils font. Donc il y a pas de, pour moi il y a pas de bonne voie, mais par contre pour te répondre, ouais, rentier à cash flow, non, à Ouais. mon sens ça n'existe pas et ça serait très dangereux de compter dessus. Et je pense que ceux qui ont compté dessus et qui ne font rien d'autre, ils sont retournés au boulot tôt ou tard. Ouais.
Et c'est pour ça, du coup, en plus, qu'on a du coup lancé l'activité d'accompagnement, c'était que l'idée, c'était qu'on voyait bien qu'avec le cash flow qu'on avait, enfin voilà, avant d'en vivre décemment, hein, parce que bon, après, je vais pas enfin, je sais pas, chacun vit comme il veut, mais avec 2 000 € par mois, quand tu dois compter peut-être un chauffeur qui claque de temps en temps, bah pour moi, tu vis pas vraiment, hein, ou tu survis, mais j'appelle pas ça rentier, Mhm. quoi, du moins. Et on s'est dit, bah l'accompagnement en particulier, en fait, ça va générer du cash dans notre boîte. À l'époque, en plus, quand on quitte nos CDI avec Charles, on prend une rupture conventionnelle, donc on peut toucher le chômage pour création d'entreprise. Donc c'était quand même hyper confortable de se dire on part pas non plus dans l'inconnu. On râle souvent sur la France, sur les impôts, ce genre de choses, mais là quand même c'est des côtés cool aussi de la France. Faut pas se le Mhm. cacher. Et du coup en fait, bah, le gros avantage c'est que nous cette activité-là, elle a marché quand même très bien, très vite. Et ça nous a permis en fait de générer énormément de cash qu'on n'utilisait pas et de le réinvestir dans l'immobilier. En fait, c'est grâce à ce cash qu'on a eu sur l'activité d'accompagnement qu'on a pu investir massivement en 2 ans. On avait vraiment investi beaucoup d'argent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'est aussi associé avec des gens qui eux étaient solvables. Donc, on a eu des gens qui travaillaient chez les grands groupes du CAC 40 ou qui avaient des belles situations. Donc, parce que nous, on était entre guillemets chômeurs, donc c'était beaucoup moins bankable pour le banquier. Et donc, du coup, en fait, c'est grâce à cette association-là et ce cash qu'on a pu avoir qu'on a pendant 2 ans, je sais pas, on est passé de peut-être toi Charles, t'avais combien tu penses en termes de millions d'euros de patrimoine quand t'as quitté le taf? Je pense un et demi, quelque chose comme Un et ça. demi. Moi, tu vois, j'avais acheté mon appart, j'avais ma résidence principale, je devais être à 600, 700 000. Et puis là, au bout de 3 ans, enfin, à les fins d'année dernière, on a 7 millions d'euros de patrimoine, 70 lots. Et ça, c'est Mhm. vraiment grâce, en fait, à l'activité d'accompagnement et qu'on a pu développer ce patrimoine-là, quoi. Et tout est basé sur de l'endettement, hein. Là, c'est du patrimoine brut. Ouais, Et donc, sur chacun des biens dont on parle, on allait chercher un financement à la banque. c'est Mhm. ça. Bien sûr. Ok. Donc, je pense que c'est important. Alors, la toute petite parenthèse que je dirais, parce que j'en connais et de très proche, il y a des gens qui étaient vraiment dans des mauvaises situations et qui ont pu quitter leur emploi pour se lancer. Vous avez eu la chance, et beaucoup de gens ont eu cette chance de d'avoir le pôle emploi pendant 2 ans ou un an, enfin selon les modalités. Après, je connais des gens qui ont acheté des biens avec du différé, ils ont fait de la courte durée et en cas de bien, ils ont pu partir. Alors bien sûr, c'était temporaire, ils ont vécu là-dessus, ça n'a pas été la vie de rêve. Mais c'est aussi possible. Mais après, il faut avoir une autre activité. De toute façon, enfin, faut le dire, on est un peu des hyperactifs. Et puis demain, enfin, moi, je serais hyper malheureux si je devais rien faire de la journée. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours, tu peux pas avoir 1,5 million de patrimoine et te dire je vais vivre avec 2 000 € par mois. C'est trop compliqué. Ouais, puis c'est dommage d'avoir, enfin, tu vois, D'avoir fait tout ça. tu quittes le CDI, t'as 28 ans, tu te dis Mhm. toute ma vie, je vais toucher 2000 €. Et Ouais. puis, regarder Netflix, c'était vrai que c'était pas trop dans notre tempérament Mhm. non plus, tu vois. Donc, l'objectif, c'était vraiment de construire quelque chose. Et enfin, comme l'a dit Chantal, non, on fait pas ça pour l'argent. Voilà, c'est un facteur, enfin, voilà, c'est le résultat de quelque chose, mais c'est plutôt la passion de l'immobilier qui nous anime. Et en fait, voilà, c'est un peu le piège enfin, toi, on tombe un peu dans un piège, dans un cercle vicieux où en fait, tu fais de l'IMO pour être libre financièrement, mais en fait, t'aimes tellement l'IMO que bah, même quand t'es libre financièrement, tu continues à faire de l'IMO, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, on est vraiment dans ça, quoi, tu vois. Yes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'argent qu'on rembourse, c'est du vrai argent là, pour le coup. Et le jour où tu le revends, t'arriveras jamais, même avec un métier très bien payé, et encore plus avec un métier moins bien payé, t'arriveras jamais à épargner ce que tu rembourses. Au bout d'un, moi, j'avoue, il y a des mois où, enfin, j'ai plusieurs activités. Mon activité principale, il y a des mois quand je voyage, je claque tout. Mais après, vu que je sais qu'il y a tellement d'argent qui rentre sur les loyers, qui se rembourse, la bourse qui monte et tout, je dis bon bah de toute façon, je vais pas mettre 1 000 € de côté. Pour et puis me priver et puis manger des yum yum en vacances quoi. Donc c'est un peu voilà, c'est l'argent qui se rembourse lui, Ah, c'est du ouais, tangible c'est quoi. ça. C'est la magie Quand de tu l'IMO, quoi. C'est ouais. que ton actif qui est brut aujourd'hui, dans 15-20 ans, il passe en net. Donc c'est vrai que bah, Mm. dans 15-20 ans, tu as 7 millions d'euros de patrimoine. Là, pour le coup, t'es un vrai rentier de l'immobilier. Et je trouve que ça a Mm. du sens parce que, enfin, tu vois, je pense que tu as le même âge que nous. Grosso modo, t'es autour de la trentaine. Bon, bah, moi, tu vas me dire à 50 ans, tu as envie de vraiment tout arrêter. Pourquoi pas, tu vois, ça a plus de sens en tout cas qu'à 30 ans, Mm. se dire j'arrête tout, quoi. Et ouais, c'est la magie de l'IMO, c'est que tu peux devenir quand même globalement très riche, multimillionnaire et enfin, sans avoir fait pour moi, enfin, j'imagine, enfin, je n'ai pas l'impression de faire un effort énorme ou très conséquent au Mm. quotidien, quoi. Yes. Ok, donc je pense que la question que tout le monde se pose maintenant, c'est justement, donc vous étiez chômeur
slash néo-entrepreneur et vous êtes passé donc à vous deux à peu près 2 millions, 2 millions 5 de patrimoine à 7 millions. Comment on fait? Souvent on entend parler qu'il faut 3 bilans, voilà, ou qu'on prête pas aux entrepreneurs ou comment on fait dans ce cas-là? Et ben en fait, alors là aussi, je vais pas te faire le discours de vas-y lance-toi si t'es chômeur, limite que t'as pas de bras, pas de jambes, tu vois, tu peux sans apport, sans rien, tu vois, sans compétences, sans connaissances, non pas du tout. En fait, il faut l'amener, c'est-à-dire qu'on n'était pas chômeur, genre je me suis fait licencier, et bah je sais plus quoi foutre. Non non, je suis parti volontairement de mon salariat en accord avec mon ancien employeur, et c'est une vraie sécurité pour lancer une entreprise, le fait de pas avoir besoin de se payer dans les premiers temps. Et en vrai, l'État s'y retrouve parce que finalement, t'imagines enfin je sais pas, on pourrait appeler ça un taux de conversion, mais tu vois le nombre d'entreprises qui, Le taux de non, mais tu sais, conversion de l'État sur toi, bah oui. ouais, non mais tu sais le taux, enfin le nombre d'entreprises qui du coup péricliteraient s'il y avait pas eu cette aide de base. Et je peux te dire Mhm. qu'aujourd'hui en droit de mutation, en taxe foncière et en ce que tu veux, on se rembourse, il y a pas de problème. Et Je du pense coup qu'on c'est est vertueux. rentable pour l'État là. Je pense que Macron, il a pas de. Ouais. Ouais. Mais du coup, effectivement, c'est si tu veux, au début, nos premiers financements, on les a fait, on avait même zéro bilan. C'est même pas qu'on en avait un, c'est qu'on en avait zéro. Et en Mhm. fait, il faut savoir l'amener au banquier. Ça marche pas avec tout le monde. On a pris évidemment plein de portes, mais on s'est aussi associé. C'est-à-dire qu'on l'a pas fait que tous les deux. On a fait des SCI avec d'autres personnes qui avaient des situations, qui étaient soit chefs d'entreprise, mais depuis genre 10 ans, soit salariés, CDI, pareil dans des grandes boîtes avec des bonnes rémunérations. On mettait de l'apport, nos associés mettaient de l'apport, et on allait directement en fait chez les décisionnaires, c'est-à-dire discuter avec le directeur d'agence, le conseiller pro patrimonial qui peut t'octroyer un financement et qui du coup parie aussi sur des personnes. Donc on est dans le cadre d'un financement professionnel, on parle plus de critères d'endettement au sens HCSF, mais voilà, il faut savoir le lui expliquer, lui dire voilà, on pourrait se payer, on lui montrait, on pourrait se payer, on va pas se payer, mais on pourrait le faire. Donc c'est bien différent de chômeur, genre je subis la vie, j'ai plus de quoi m'acheter à manger, et je veux quand même acheter un immeuble, tu vois, ça fonctionne évidemment Mhm. pas. Ok. Et euh, et ça c'était tous les projets que vous avez fait au début, c'était avec des associés. Vous en avez acheté juste à vous deux aussi. On en a fait aussi à tous les deux, c'est vrai, tu as raison de Ok. le souligner. Et c'était, je crois qu'on avait un bilan à ce moment-là, mais pour l'anecdote, je crois qu'on nous l'a pas demandé pour le financement. Ouais, on a fait trois, je crois qu'on a fait trois dossiers, ouais, trois dossiers uniquement nous deux sur notre boîte. Où Ok. là aussi on était sur du prêt pro et on a mis entre 20 et 30% d'apport et c'est ça en fait qui fait que Mhm. tu peux continuer d'avancer. Hein. C'était l'objet du podcast privé qu'on a fait ensemble, hein, c'est de donner les clés justement pour continuer à avancer au fil de la progression. Et il y a pas de secret en fait, hein, parce que la manière de commencer de base, qui était peut-être plus simple avant déjà parce que les taux étaient faibles et que le 110% était peut-être possible. Moi j'en ai jamais fait perso, on en a jamais fait mais c'était en tout cas plus monnaie courante que maintenant. Bah, il faut savoir en fait revoir un petit peu ces critères regarder ce que les partenaires bancaires te disent et comment est-ce qu'il faut faire en fait pour rentrer dans leur case, hein, tout simplement, parce que c'est ça le nerf de la guerre pour continuer d'avancer, hein, c'est d'arriver à lever des fonds en termes de financement bancaire. Ok. Et est-ce que c'était la même boîte qui faisait l'accompagnement IMO et les investissements? En gros, on avait notre boîte commerciale, là où du coup on avait notre activité d'accompagnement. On a acheté de l'IMO avec cette boîte en direct. Donc on a acheté des locaux commerciaux, enfin on a fait quelques acquisitions de maisons. Avec du recul, c'est un peu une erreur d'avoir acheté directement avec l'activité commerciale, parce que si demain, enfin aujourd'hui, on a tout, cette activité commerciale, on l'a basculé dans notre foncière, ça devient une filiale de notre foncière. Donc on a une boîte en fait où du coup on a de l'IMO dessus, on peut pas la fermer, donc c'est vrai que c'est un peu con. On aurait peut-être dû faire une SCI à l'époque. Et du coup, par contre, en parallèle de ça, on a une holding. Donc sous cette holding-là, il y avait donc notre activité commerciale et il y avait du coup des SCI avec qui on s'associait avec les gens. Et en fait, dans les Mhm. SCI, on rentrait tout le temps en personne morale avec la holding, ce qui permettait en fait voilà de faire des flux de convention de trésorerie, ce genre de choses. Et donc c'est comme ça qu'on a articulé le truc, notre activité commerciale et des SCI, une SCI par associé. On n'a pas mélangé les associés. Je trouve que c'était important. Et puis bah du coup on a acheté de l'IMO et pour te donner un ordre d'idée, grosso modo les SCI elles avaient chacun à peu près 1,5 million à 2 millions de patrimoine donc brut Ok. encore une fois hein. Et puis le reste après c'était sur notre soit en perso soit sur notre société commerciale. Ok. Et un point, bah justement par rapport à ça, c'est vrai que c'est un point qui arrive souvent. Au bout d'un moment, d'abord on n'a pas de connaissances et de compétences. Après, au bout d'un moment, on en a et on a de l'endettement. Puis après, on n'arrive plus trop à s'endetter. Et justement, il y a cette solution qui vient à tout le monde, hein, qui s'y intéresse un petit peu, de s'associer avec quelqu'un qui aurait les fonds mais qui ferait rien. Mais après, c'est dur de trouver
un bon arrangement. Enfin, par exemple, moi, je suis hyper endetté, je suis hyper occupé. J'ai juste les compétences et les connaissances. Donc, en fait, je peux m'associer avec personne parce que, enfin, ou quasiment, parce que je vais pas m'endetter plus et je vais pas m'en occuper. Enfin, voilà, je peux rien mettre sur la table si ce n'est trouver les biens. Et puis, bon, les compétences que j'ai, mais en termes de temps ou d'endettement, je sais pas, voilà, si j'aurais une vraie valeur ajoutée. Euh, c'est- et puis après, si moi je voulais mettre de mon temps, bah, je voudrais une plus grosse partie du gâteau. Parce qu'à la limite, l'endettement, souvent, c'est un endettement, on signe. On connaît tous la caution, le petit document de caution là que j'ai signé pas plus tard que cette semaine, comme quoi on est engagé solidairement et que la banque, elle peut venir directement prendre les fonds chez nous et pas. Donc même si on fait un split 70-30 ou quoi, on sait qu'on est quand même engagé. Donc c'est quoi le deal que vous avez eu avec ces personnes? Est-ce qu'elles faisaient rien de l'IMO à part juste amener les fonds? Et vous veniez à 50% ou c'était, quelle était la répartition à la fois des tâches et puis de la rémunération par rapport à ça? Est-ce que vous aviez une rémunération annuelle, par exemple, comme des management fees qu'on pourrait avoir, ou est-ce que c'était juste, bah, écoute, toi, je peux m'endetter grâce à toi, tu fais rien, tu signes juste, et moi, je fais tout le reste, et puis comme ça, j'ai la moitié de quelque chose que j'aurais jamais pu avoir tout seul. Alors ça a été un peu variable en fonction des associations. Au début, le deal il était 50-50, légèrement dépareillé en notre faveur, parce que nous c'est notre activité principale, donc on voulait pas, tu vois, créer un entre guillemets groupe, hein, sans prendre la grosse tête, mais en gros une holding avec des filiales en dessous, sur lesquelles on soit minoritaire systématiquement, donc on est très légèrement majoritaire, majorité simple. Hein. Et en gros le deal c'était on met l'apport à 50-50, nous on prend une sorte de frais d'entrée, tu vois genre de 1% du prix du bien, parce que c'est nous évidemment qui faisons la recherche et ainsi de suite, et un frais de gestion qui était de 0,1% de la valeur du bien par mois, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, Ouais, un pour 1000, ouais c'est ça, c'est une facture mensuelle, ouais. Ouais, c'est ça. et parce qu'on faisait la gestion locative nous, donc globalement, si tu prends le point de vue de nos associés, et ben ils achètent la moitié d'un immeuble, enfin ils ont la moitié d'une SCI qui achète un immeuble, ils mettent la moitié de l'apport, ils mettent leur situation, ça leur coûte pas grand chose, hein, et nous on met bah, du coup la moitié de l'apport et tout le travail qui va avec. Donc en gros en fait, à chaque étape de notre parcours, et c'est vrai encore aujourd'hui, on a fait en sorte de mélanger les compétences pour réunir autour de la table des gens qui ont besoin des autres, tu vois, c'est-à-dire que nous on avait besoin de nos associés parce que ça présentait quand même mieux d'aller voir le banquier en disant on a l'expérience, mais par contre aujourd'hui on est tout à fait conscient que en termes de critères bancaires on n'est pas les meilleurs en termes de scoring. Et ben on vous amène d'autres personnes qui seront aussi caution de la même manière que nous, et ça donne un mélange qui fonctionne plutôt bien parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Et ensuite avec le temps les gestions locatives on les a déléguées parce que nous aussi on est parti sur autre chose, donc du coup on a supprimé le frais récurrent. Voilà comment on a fonctionné, ouais. Et après, Ok. ouais, dans nos clients, on en a pas mal on a pas mal de clients aussi, du coup, qui créent des SCI. Et on voit pas mal de choses, tu vois. Là, hier, on était en train de déjeuner avec un client qui s'est associé avec un ami suisse, donc qui lui amène le cash. Il a amené la super situation. Ils sont associés à 50% chacun. Et en échange, bah, du coup, le gars avec qui on a mangé hier, tu vois, lui, il s'occupe de toute la gestion courante de l'immeuble. Donc, ce qui prend quand même pas mal de temps. Et du coup, au final, bah, lui, il a 50% d'une SCI, il a pas mis d'apport. Et puis bah du coup, il s'occupe de toute la gestion, on va dire administrative et quotidienne. Donc je trouve le deal plutôt fair. Et tu vois, un truc aussi à prendre en compte dans une SCI, quand tu mets de l'apport, donc en l'occurrence on va parler du fils qui met de l'apport, il a ce qu'on appelle un compte courant d'associé. Et en fait, bah en gros, ils sont entre eux, ils se sont écrits que il était prioritaire pour récupérer ce compte courant d'associé et que du coup ça pouvait lui permettre de se régénérer son apport sous 1 à 2 ans. Et voilà, c'était un deal, je trouve, plutôt fair. Donc après, je trouve qu'il n'y a pas de deal parfait. C'est plus, bah voilà, il faut que les parties soient Mhm. d'accord, ça c'est la base. Et il faut vraiment faire ça, je pense, en fonction de son associé. Et faut pas forcer le truc, quoi. Si on sent que déjà que de base, lors de la négo, c'est compliqué, je pense qu'il faut pas forcer le destin et Mhm. peut-être pas besoin de créer une SCI avec une personne où on sait déjà qu'au début, c'est un peu bancal, quoi. Yes. Et un point que je rajouterais, par exemple, sur ce type de deal, donc je pense que c'est un bon deal, hein, surtout si t'as pas de cash, mais c'est peut-être de le limiter dans le temps. Parce que toi, peut-être que aujourd'hui ça te va, t'as pas d'argent, et tu dis ok, enfin moi j'ai par exemple pendant 4 ans, je m'occupe de ça. Mais après, si tu te dis, l'autre il te dit pendant 20 ans tu dois gérer l'immeuble, peut-être que ça vaut pas le coup de par rapport à l'emprunt qu'il y avait, enfin voilà, qu'il y avait. Comme vous avez fait, au bout d'un moment vous faisiez la gestion et après vous l'avez délégué, ou en tout cas de rediscuter de. Je pense que c'est important de rediscuter à échéance fixe, peut-être de bah, qu'est-ce qu'on fait de l'immeuble, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le vend, peut-être pas le vendre au bout d'un an alors qu'on a payé 7-8% de frais de notaire, mais peut-être pas non plus le garder 20 ans alors qu'il y aurait d'autres choses à faire avec avec le cash. Ok,
Et en termes du coup, d'organisation, tous les deux, vous êtes plus ou moins dans le même secteur, mais pas exactement, hein. Vous habitez quand même. Qui fait quoi? Qui visite? Qui fait les offres? Qui monte les dossiers bancaires? Qui harcèle les locataires qui payent pas? Qui appelle les Tchétchènes pour démonter des portes? Donc c'est comment ça se passe? Bon, on fait tous les deux à peu près la même chose. Après, on est distants de 200 km l'un de l'autre et nos biens sont Hmm. vraiment répartis sur cet axe. Donc, du coup, on gère de manière logique, hein, au plus proche chacun de ses biens. Mais on fait tout tous les deux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'un qui va faire les dossiers bancaires, il n'y en a pas qu'un qui va faire les visites. Mais pour le coup, c'est vrai parce qu'on est tous les deux à plein temps. Tu vois, dans l'exemple de l'associé où t'en as un qui est en Suisse, un qui est en France, bon bah c'est évidemment celui qui est en France qui fait tout le terrain, celui qui est en Suisse est moins dispo. Et donc, il faut que ce soit logique par rapport à la vie de chacun. Mais ouais, dans notre cas, on fait tous les deux les deux et je pense que c'est bien dans le sens où si c'est ton activité professionnelle, t'as intérêt à maîtriser toutes les étapes. C'est-à-dire que si t'as jamais fait de gestion locative de ta vie et que ton associé a un problème et ça peut arriver, tu vois, il décède, bah que tu te retrouves. Alors tu me diras ça se délègue, hein, mais on va dire que on est plus en sécurité comme ça en sachant que l'autre il est capable de faire la totalité du process que si on était à 50-50 sur les compétences. Ok. Est-ce que vous mettez une sorte de... Je transpose un peu à ma situation, mais vous faites un call, ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, ou alors il y a des automatismes dans le sens, ok, si c'est pour ce logement, ben en gros je fais tout, ok, c'est moi qui ai visité, par exemple. Moi souvent c'est ça, si je visite, c'est moi qui monte le dossier bancaire parce que c'est beaucoup plus simple que je le présente au banquier vu que c'est moi qui l'ai vu. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des règles est-ce que c'est Ouais, du cas par cas? Est-ce qu'il y a des sortes d'automatismes que vous avez mis en place? c'est assez naturel maintenant. Après, sur le côté, bon bah géographie, c'est assez évident que celui qui est le plus proche. Et encore que ça arrive des fois qu'il y en a un qui soit pas dispo et c'est l'autre qui va faire 200 bornes pour aller visiter un immeuble. Et puis ensuite, il repasse le dossier à l'autre. Donc on est tous les deux au courant des dossiers. Après, il y a un moment où quand t'as des gros chantiers, genre 500 000 euros de travaux sur un immeuble, bon bah il y en a un qui gère et l'autre, il a pas besoin d'être au courant de 100% des micro détails des travaux, sinon tu dégrades Hmm. ton taux horaire. Mais non, c'est plutôt assez naturel hein, la manière dont ça se fait. Mais c'est avec Ok. le temps, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Donc au Yes. début, c'était plutôt, voilà, toi tu vas faire ça, tu vas gérer tel immeuble. Et c'était, ouais, par contre, en gestion locative, on va pas s'amuser à gérer un lot sur deux dans un immeuble. Tu vois, il y en a un qui a Hmm. l'immeuble, il fait tout l'immeuble. Ok. C'est ça. Moi, ça a mis un peu de temps aussi à se mettre en place. Et au début, il y avait souvent des doublons. C'était pour le même. Ok, toi, tu sais pas comment faire au début. Donc, ok, il y a une petite réparation à faire. Est-ce qu'on est d'accord tous les deux? Et puis après, au bout d'un Ouais. moment, ça se met en place Et c'est vrai naturellement. il faut pas trop partager parce que là justement on a une SCI où on est quatre dedans et on a essayé de se répartir un peu de tâches tous les quatre et en fait c'est un vrai bordel parce que t'as toujours le truc où tu sais pas trop si ça rentre chez l'un ou chez l'autre. On a une boîte mail avec des sous-boîtes mail et quatre sous-dossiers avec le nom de chacun. Je trouve que c'est beaucoup moins efficace comme ça. Mhm. À trop vouloir dire on va vraiment partager, faire 25% du boulot chacun, non, non, moi ça me dérange pas d'en faire limite un peu plus que les autres, en fait tu gagnes du temps, hein. À te dire c'est moi qui le fais, mais au moins je sais que c'est à moi de le faire, et j'ai pas besoin de poser la question de est-ce que c'est moi qui dois traiter Mhm. ça. Yes. Ok, et du coup, après, on peut passer sur l'étape suivante, c'est là où vous en êtes maintenant, la foncière. Alors, juste comment ça vous est venu? Est-ce que c'est est-ce que c'est accessible à tout à chacun? Enfin voilà, est-ce que vous aviez vu les limites justement de votre modèle avec les associés? Vos associés, vous aviez surendetté tout votre entourage? Voilà, il y a eu ou alors c'est souvent ça quand on n'est pas à son compte, on dit ouais, et t'entends souvent Tata Jacqueline, oui, il me faut une idée d'entreprise, alors que des entreprises, voilà, ah, tu peux devenir serrurier, hein, c'est pas une nouvelle idée, mais ça marchera parce qu'il y en a besoin. Donc, mais après, une fois que tu es dedans, bah, tu as plein d'idées. Donc, est-ce que c'est comme ça, par itération, en gros, que vous êtes dit, bon, bah, maintenant, on va aller sur plus gros. Comment ça s'est fait? Parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un. Déjà, j'ai vu que je crois qu'il y a 0,6% des ménages français qui ont 10 lots ou plus. Mais alors, des gens qui ont une foncière, là, c'est même pas une par stade de foot. Donc, comment ça se passe? Bah, en fait, déjà dès le début, quand on a quitté le CDI, on avait envie de créer une sorte de foncière. On voulait faire ça, mais on savait pas. Enfin, honnêtement, là, c'est plus que des compétences immobilières. Il y a aussi beaucoup de compétences juridiques, beaucoup de compétences autres que de l'immobilier. Et en fait, on s'était dit, on veut créer ça. On avait essayé de faire tourner les tableaux Excel dans tous les sens. En fait, on voulait faire une grosse SCI, quoi. C'était ça à l'époque. Et puis, bah, on n'y est pas arrivé. On n'arrivait pas à faire quelque chose de, on n'arrive pas à se lancer, à trouver quelque chose de rentable. Et on s'est dit, bon, bah, tant pis, on va accompagner les particuliers investissements locatifs.
Et on a fait ça pendant 2 ans. Et un soir, un mec qui m'invite à une soirée événement, j'avais pas envie d'y aller, il fallait faire du réseau, mais je me suis dit, bon, franchement, en plus j'étais malade, je me suis dit, allez, j'y vais, je fais le tour en 20 minutes, je fais le tour des 15 invités, s'il y a personne d'intéressant, je rentre chez moi. Et là, je discute et je tombe sur un CGP, donc j'ai pas, enfin, je sais pas si, j'espère qu'il y aura pas des CGP qui nous entendent, mais je n'avais pas beaucoup de, comment dire, d'estime pour les CGP. Pour Estime, moi, comme les agents c'était, IMO, il y en a des bons, hein, ouais, paraît-il. Mais bah oui, oui, il y non, en il a y en des a des bons. bons. Et je me suis dit, oh putain, un CGP, il va me vendre un Pinel. Et en fait, pas du tout. Ça a été vraiment un coup de foudre pro, tu vois, où je me suis dit, putain, le gars, Hmm. enfin, il comprend exactement ce qu'on veut faire. Et lui, en fait, il me disait que, bah, dans sa boîte, il était salarié d'un cabinet en gestion de patrimoine. Son patron, en gros, il voulait créer une foncière parce qu'ils avaient la problématique où, en fait, ils avaient pas mal de cash de clients, mais qui savaient pas l'investir correctement parce que, bah, à chaque fois, tout ce qui était CPI, etc., c'était des couches de frais, l'immobilier qui était derrière, c'était pas forcément liquide. Et du coup, je me dis, bah attends, nous, il y a 2 ans, on voulait créer une foncière et on a la compétence immobilière. Toi, j'ai l'impression que tu as la compétence pour lever des fonds, vous avez la compétence juridique, donc ça peut être hyper intéressant. Et en fait, bah, c'est parti d'une soirée où je m'étais dit, je rentre pas tard, donc je suis rentré à 2 heures du matin. Et en fait, le lendemain, j'ai créé Charles, je dis, Charles, faut que tu descendes sur Lyon lundi, là, faut qu'on le rencontre et il faut qu'on parle de ça, quoi. Et du coup, bah en fait, voilà, ça s'est fait un peu au fil de l'eau. Donc en gros, ça, on était sur le mois de octobre 2023 où on a commencé bah, du coup à rencontrer tous les associés du CGP. On s'est tous réunis autour de la table pour dire bah voilà ce que chacun voulait. Et en fait, suite à ça, bah du coup, enfin, est née une foncière immobilière. Et pourquoi on a créé la foncière avec Charles? Nous, notre objectif premier, c'était bah, arrêter en fait de chaque fois d'aller voir la banque, d'essayer voilà de faire le bon élève en montrant patte blanche, alors qu'en fait nous l'IMO on connaît. Corinne du Crédit Mutuel, bah elle connaît pas forcément l'IMO et elle te juge. Et ça, c'était très pénible. Et ça, on en avait un petit peu marre aussi. Et puis il y avait aussi le fait que bah à chaque fois que qu'on faisait de l'IMO avec Charles, notre boîte d'accompagnement, limite on se mettait à zéro. On mettait tout le temps all-in pour mettre l'apport qu'il fallait. Et tu vois, au bout d'un moment, on commençait à avoir plus de 30 ans, on a chacun un enfant, tu vois, donc il y a un âge pour tout aussi, tu vois, se faire tapis à chaque fois ou aller au casino et mettre tout sur le rouge, ça va quand t'as 20 ans et que t'as pas forcément de contraintes derrière, mais quand tu commences à avoir une famille, c'était ça qui était compliqué. Donc l'objectif, c'était vraiment, voilà, de créer la foncière pour se professionnaliser, pouvoir embaucher des gens, arrêter de mettre all-in, jouer un petit peu, entre guillemets, avec l'argent des autres, quoi. Ok. Et une foncière, dans les faits, bah, on comprend bien, enfin, dans l'idée, on comprend ce que c'est, mais c'est, juridiquement, c'est quoi? C'est une société, bon, j'ai quelques idées, mais vous pouvez nous dire, c'est quel type de société? Est-ce Je que pense que tu les, l'as pas. Je pense que tu l'as pas, notre forme juridique, à mon avis. ok, la vôtre, peut-être. Mais voilà, comment ça se passe, du coup, justement, les gens qui, bah, vous pouvez un peu décrire peut-être la Ouais. structure, Alors la juridique. structure juridique, sans faire du juridique barbant, hein, c'est une SCA à capital variable. C'est une société en commandite par action à capital variable. Donc alors nous on connaissait pas non plus. Hein, c'est notre avocat qui nous a accompagnés dans la Constitution qui nous a conseillé de faire ça. C'est une forme juridique en fait qui permet pour nous de rester, si tu veux, pilote du modèle, même si on se dilue, parce que évidemment c'est appuyé sur le fait de collecter des fonds, donc de procéder à des augmentations de capital. Donc les personnes qui investissent avec nous sont actionnaires, ils sont associés de la société. Alors la responsabilité est limitée aux apports, on n'est pas comme dans une SCI. Mais du coup, l'idée, en fait, c'était de base de se dire, tu vois, là, c'était vraiment du juridique, c'était plus du financier. De dire, on veut créer un modèle où il n'y a pas de secret, en fait. Il y a un moment pour aller faire, tu vois, des sommes à 8 chiffres en actifs sous gestion. La banque, elle va pas te prêter avec 100 000 balles d'apport. Donc, il faut des Hmm. millions d'apports. Donc, il faut se diluer, tu vois. Il faut donner du capital parce que tu peux émettre des obligations, mais les obligations, ça reste de la dette. Donc, la banque va pas les considérer comme des fonds propres et ça reste du risque, tu vois, parce qu'il y a une échéance. Et au niveau des obligations, et généralement, c'est quand même rémunéré plus fort. Donc du coup, il nous fallait une solution où on reste en contrôle du modèle tout en se diluant, et c'est ça que permet la commandite. Donc tu as la société en commandite simple, la SCS, et la société en commandite par action, celle qu'on a fait. Et ça nous permet du coup de, malgré la dilution, de rester, on va dire, les pilotes du navire. Et ça permet bah, aussi aux personnes qui investissent avec nous de se dire, les gérants actuels, il n'y a pas que nous deux avec Antoine, on est d'autres au Hmm. sein du gérant commandité, comme on l'appelle. On va rester sur du long terme. Tu vois, c'est pas comme en politique où ça va tourner tous les 5 ans, voire où tu vois le gouvernement il change toutes les 3 semaines. T'as des premiers ministres qui restent 2 mois. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu vois, pour faire du long terme, ça Hmm. fonctionne pas. Donc, Ouais. de parier sur des personnes et de se dire qu'elles sont engagées sur le long terme et de faire en sorte que les intérêts convergent tout au long de l'évolution du modèle. Et en gros, si je te fais la mécanique simplifiée, c'est une augmentation de capital. Donc, on émet des nouvelles actions. Les personnes achètent des nouvelles actions. Ils deviennent actionnaires avec nous. Et donc, l'argent qu'ils ont
l'argent qu'ils déposent en échange de leurs actions, ça devient des fonds propres de la société. Et cette société, bah, elle va avoir une banque en disant, voilà, moi, je vais acheter cet immeuble à 1 million d'euros. J'ai entre 300 et 450 000 euros d'apport à mettre. Donc, du coup, là, tu vois, on parle différemment. Encore une du crédit mut, elle te juge plus. En fait, elle juge ton apport. Elle juge la marge hypothécaire. Et si on travaille pas trop mal, bah, l'immeuble qu'on achète 1 million, en fait, il vaut plutôt 1 million 100 ou 1 million 2. Donc, quand la banque, elle te prête 500 ou 700 000 sur un truc qui vaut 1 million 2, son risque, il est nul. Et donc on a vraiment supprimé, tu vois, cette étape où on doit demander la permission au banquier pour faire notre travail, grâce à la quantité de fonds qu'on collecte et au prix de contraintes qui sont inhérentes au modèle. Hein. C'est plus, enfin, c'est forcément plus lourd d'être des dizaines de personnes à bord que d'être tous les deux avec Antoine et on se passe un coup de fil et on choisit ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est la seule manière d'avancer de manière satisfaisante et de conserver quelque chose qui soit intéressant pour tout le monde, qui soit intéressant pour les premiers investisseurs qui vont rentrer sur un modèle qui est naissant, qui du coup est risqué, qui soit intéressant pour les personnes qui vont rentrer plus tard sur une société qui sera mature, qui sera du coup moins risquée mais potentiellement moins rentable, qui soit aussi intéressant pour nous. Il faut pas se le cacher, on est hyper ouvert là-dessus. En fait, il faut que les intérêts convergent à toutes les étapes et pour tout le monde pour faire du long terme. Et en gros, l'idée, c'est de réitérer sur de plus en plus de volume, donc au fur et à mesure des augmentations de capital, de pouvoir acheter des bâtiments qui sont plus gros. Le fait de mettre de l'apport, ça permet aussi d'élargir les zones géographiques qu'on va chercher, parce que bah, à ces niveaux d'apport-là, tu t'autofinances de partout et encore heureux, parce que, enfin, de partout, j'exagère, pas au centre des grandes villes, hein, pas dans les zones Par où t'as un Monaco, loyer. mais Voilà, c'est presque, ça. ouais. Ouais. Et mais en fait, ça permet de vraiment élargir le secteur géographique, d'élargir la typologie des biens qu'on va adresser, d'aller chercher du beaucoup plus qualitatif et du beaucoup moins concurrentiel aussi, parce qu'il y a assez peu de gens en fait qui ont notre cahier des charges. Et du coup, ça permet en fait d'aller bosser sur des biens où bah t'as moins de concurrence en face, tu peux plus négocier et tu peux potentiellement avoir un cycle d'investissement plus intéressant que l'investisseur locatif classique. C'est-à-dire que l'investisseur locatif classique qu'on était il y a quelques années, qui va chercher à mettre mettons 10, 15, 20% d'apport, il faut qu'il s'autofinance, tu vois, avec cet apport-là. Donc il y a un Mm. plancher de rentabilité en dessous duquel il peut pas descendre. Mm. Mais du coup, il y a un plafond de qualité au-dessus duquel il peut pas aller en fait parce que les Mm. biens qualitatifs, bah ils se vendent pas à 10% de renta net. Et en fait, si j'extrapole, hein, ça veut dire que tu es obligé d'acheter des biens à rendement et du coup, le jour où tu vas les revendre, tu vas probablement les revendre à un investisseur qui cherche à faire du rendement parce que le rendement ça se passe soit dans l'optimisation de l'exploitation, donc LCD ou coloc, soit dans la densification, donc d'aller faire des surfaces plus petites. Et nous, on prend vraiment le contre-pied de ça de chercher à avoir des typologies T2, T3, T4 d'une belle qualité sans faire du luxe non plus parce qu'il y a un moment où il faut rester sur une rentabilité qui est très correcte en termes de locatif mais où tu peux t'ouvrir à le revendre en sortie à des personnes qui veulent en faire leur résidence principale et la personne qui achète la RP en fait elle regarde pas qu'elle est sur un équivalent rendement à 4 ou 5% en fait elle regarde Ouais, bien bon sûr. bah l'appartement il coûte 300 000 euros, ok il est joli c'est bon budget c'est là où je veux habiter. Après on regarde on fait des comparables hein, je lance pas des chiffres au hasard mais voilà, c'est ça, tu vois, une des thèses d'investissement de la foncière, c'est de pouvoir exploiter du plus qualitatif et en plus avoir un cycle d'investissement, donc un TRI, le taux de rendement interne de l'opération, qui est supérieur à ce que tu aurais si tu avais plus de rendement tout au long de l'opération, mais par contre à la sortie tu sors flat ou avec une moins grosse plus-value. Euh, et en dessous, on a aussi les activités qui sont intégrées à la foncière de marchand de biens et d'accompagnement dont on parlait tout à l'heure. Donc les personnes qui investissent, ils ont des actions d'une société qui a trois verticales. Ok. J'allais dire trois filiales, mais il y a plusieurs SCI pour du locatif, mais en gros trois verticales qui adressent toute la même chose. Hein. C'est de l'immobilier locatif. Il y en a juste une, c'est une activité civile. On achète pour louer. Il y en a une qui est une activité commerciale. On achète pour revendre. Et sur le marchand, on fait très souvent des produits locatifs parce que c'est ça qu'on sait faire et on sait ce que les investisseurs attendent. Mm. Et l'activité d'accompagnement qui est la même chose, aller chercher du locatif, sauf qu'on le fait pas pour nous, on le fait pour compte de tiers. Donc là, c'est une prestation intellectuelle. Ok. Très intéressant. Donc, société en commandite par action, on va revenir là-dessus. La plus connue, c'est Michelin. Enfin, je le sais parce que j'ai des actions Michelin et c'est une forme qui est connue. Donc, vous pouvez, en général, ce qui se passe de mes compétences, j'ai fait pas mal de droits dans ma vie. Du coup, en fait, c'est les associés, les commandités euh, qui sont responsables indéfiniment, en fait. Alors, souvent, on met une société derrière qui est les responsables de façon finie. Et ça vient, et après, tu as les associés normaux qui, eux, sont comme dans une SARL ou une SA responsable à hauteur de leurs apports. Et ça vient, de ce que j'en sais, des expéditions en bateau. Je sais pas si vous saviez, vous connaissez l'histoire? Ou en gros, en Non. fait, bah, t'avais celui qui apportait les fonds, le riche, je sais pas, anglais ou dans la République de Venise. Lui, il mettait l'argent pour payer l'expédition. Et puis lui, bon, bah, au pire, le bateau, il coule. Mais il restait à terre. Et puis le commanditaire, et le commandité, pardon, donc lui c'était le commanditaire, et puis le commandité, bah lui,
c'était le capitaine du bateau. Il avait pas un rond comme les jeunes investisseurs. Et lui, il allait sur le bateau. Donc, de toute façon, il était responsable indéfiniment parce que bah, s'il revenait pas, si le bateau il coulait, bah voilà, il coulait avec le bateau. Et donc, c'est comme ça que le business il s'est créé pour pour être sûr aussi que le gars il reste pas, enfin que le commodité il revienne aussi. Donc, parfois, on prenait ces biens qu'il avait déjà sur place, quoi. Donc voilà, et donc c'est les capitales variables, c'est quelque chose qui est très connu dans les fonds d'investissement. C'est un domaine que je connais parce que ben voilà, en fait, tu peux pas avoir une société comme on voit SARL à capital de 1 000 € pour le garage du coin, parce que en fait c'est ça, en fonction des nouveaux entrants, le capital il varie. Donc très intéressant. Et du coup, sur les biens, bah en fait, c'est ça. C'est aussi ça s'appelle la valeur actuelle nette. Je sais pas si vous connaissez la VAN, ça c'était aussi mes cours de compta. Donc en fait, c'est vrai que beaucoup de gens tiennent compte uniquement de la rentabilité du bien, mais en fait, la meilleure rentabilité, c'est sur une fois que tu l'as vendu. Alors c'est sûr qu'on le sait pas quand on va vendre, mais moi j'ai un appartement que j'avais à 5% de renta et quand je l'ai revendu, je gagnais 5 000 € par mois au final du temps de détention, alors que chaque mois, il me rapportait que 1 000 € et je remboursais 1 000 €. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte, je pense. Et je pense que vous le dites aussi à vos élèves, parce que moi, ça m'est déjà arrivé tu peux surpayer un bien, ça peut arriver s'il est rentable sur le papier. Par exemple, si tu achètes un petit T2 ou un petit T3, en fait, il va être rentable sur le papier, mais toi, tu vas surpayer par rapport au prix du mètre carré. Ça peut arriver. En tout cas, moi, ça a déjà failli m'arriver. J'essaie toujours de vérifier à combien je vais récupérer la location et combien ça pourrait se revendre. Donc voilà, les biens super bien exploités, comme tu l'as dit, en LCD ou en LCD, ça peut arriver encore plus vite. Hein. Tu surpayes un bien en LCD parce que tu te dis, OK, c'est rentable, ça me couvre l'emprunt. Mais en fait, le bien, tu l'as payé 2 fois plus cher qu'un studio à côté qui est vendu en nu. Et le jour où toi, tu vas le vendre, bah, t'arriveras pas à le vendre au même prix. Ok. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un truc. Alors, on essaye de. Alors, déjà, bravo pour la SR, tu m'impressionnes. C'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui est Il pas a à été médisant, il a été médisant, t'as Ouais, vu? je retire ce que j'ai dit, mais à coup pas. Et donc ouais, c'est exactement ça le principe au niveau du montage. Et par rapport au fait d'aller faire justement du peut-être moins rentable en termes de rendement locatif, mais du plus rentable en termes de rentabilité de l'opération totale, en fait, c'est ça, à mon sens, la bonne manière de faire de l'immobilier. Mais c'est facile à dire quand tu as du capital en apport. Ah, C'est c'est beaucoup ça. moins facile à mettre en application. Donc en fait, t'es un peu obligé, tu vois, pour faire décoller la fusée, de commencer par du plus rentable, mais de garder ça dans un coin de la tête. Et en fait, ça c'est quelque chose que généralement on s'emploie à déconstruire vis-à-vis des personnes qui travaillent avec nous en accompagnement, de dire qu'il n'y a pas que ça qu'il faut regarder. Après, on va pas faire des trucs avec, tu vois, 400 € par mois d'effort d'épargne à nos clients, jamais de la vie. Mais par contre, quand tu as des personnes qui ont plus de patrimoine financier, qui parfois est peu ou pas investi, en fait, c'est loin d'être déconnant et c'est même intelligent d'en mettre en apport, d'aller mettre 20-30% d'apport pour aller faire de l'immobilier plus qualitatif. Ça veut pas dire que du coup, enfin, on va pas acheter les mêmes biens à rendement juste plus cher parce qu'on a de l'apport. Non, non. On Oui. va aller chercher des biens qui sont différents et qui sont ce que tu décris, mais c'est pas du tout. Enfin, nous, on a mis longtemps à en arriver à cette conclusion. Hein. Mm. Et donc, quand t'es débutant, ouais, il faut un petit moment, je pense, pour l'assimiler, parce que généralement, on vient à l'immobilier, et ça a été mon cas aussi, parce qu'on voit sur Internet. Et du coup, ce qu'on voit sur Internet, on te parle de rendement locatif, ou alors on te parle de marchand de biens, mais tu sais, on va pas dans le détail de ça, de dire, bah tiens, fais de l'immobilier locatif avec 20% d'apport, t'auras du qualitatif, tu vas juste autofinancer, par contre, à la fin, bah ça va être bien, et puis même en termes de gestion, parce que plus c'est quali, Mm. plus le locataire a un bon rapport qualité-prix, en fait, hein. Tu peux aussi Et toi, t'as un dire comme super ça. taux Hein. horaire aussi. T'as un meilleur taux horaire que si tu vas Mm. t'acheter un truc où il y a que des cassos et que tu vas devoir y aller toutes les semaines parce qu'il y a un problème, quoi. Donc, mais ça, ouais, comme tu l'as dit, Charles, on a mis du temps à le comprendre. Ouais. Un truc aussi important sur la partie foncière, du coup, on fait des levées de fonds. Donc, on fait à peu près une levée de fonds au trimestre. Et pour l'aspect, on parlait tout à l'heure de plus-value latente notamment. En gros, on a un évaluateur externe qui, à chaque acquisition, donc vient valoriser les biens qu'on achète. Donc, du coup, c'est pas seulement nous qui pouvons déterminer le cours de l'action. Hein, c'est vraiment l'évaluateur externe qui s'occupe de ça. Et tu vois là sur les premières levées qu'on a fait, grosso modo, on est à 20% de plus-value latente. Par rapport à ce qu'on a acheté et les travaux qu'on a pu engager. Donc notre stratégie de TRI globale, je pense qu'à terme, ce sera vraiment bénéfique. Mais voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas prendre ça pour acquis non plus parce que bah du coup, le marché de l'immobilier il pourrait se retourner. Mais là, quand même, grosso Mm. modo, on se dit on a 20% de plus-value latente. Donc voilà, c'est important aussi
grâce à l'évaluateur de matérialiser un peu la stratégie qu'on essaie d'adopter, quoi. Yes. Et c'est vous qui sourcez les biens? Toujours, ou vous, maintenant, vous avez des sortes de chasseurs, On a tout en fait, ça peut venir de partout, hein. Nous, on est sur le terrain, on fait des visites, mais t'as énormément de biens qui de toute façon sont à vendre par des agents IMO. Donc l'idée c'est d'être numéro un dans leur carnet d'adresse et qui nous proposent les biens en off et ça arrive tous les jours et pas plus tard qu'hier encore sur l'activité d'accompagnement. Donc ça c'est un vrai vecteur, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a le fait de connaître des gens, de connaître d'autres propriétaires et en fait, en tout cas sur nos marchés, on s'en aperçoit. T'as pas mal de gens qui ont allé entre 50 et 70 ans et qui ont fait de l'IMO tout au long de leur vie et qui ont 40, 50, 60 lots et qui commencent à les vendre en fait parce que la gestion il y a un moment ça commence à devenir lourd et parce que généralement les enfants en veulent pas. Alors je sais pas parce que c'est peut-être qu'ils ont vu leur papa tout le temps en train de gérer leur IMO et leur locataire qui se disent non non ça j'en veux pas, mais on a assez souvent ce discours là et on a plusieurs profils comme ça de personnes avec qui on peut potentiellement avoir de la récurrence et là aussi on s'attache au fait que tu vois tout le process de la transaction se passe bien pour laisser une bonne image de notre société et pouvoir potentiellement retravailler sur des transactions futures, que ce soit avec les agents IMO, avec les vendeurs en direct. Et après, le sourcing, il peut venir de partout. En fait, enfin, quand il réfléchit, tout le monde touche à l'immobilier de près ou de loin. On vit tous dans une maison ou dans un appartement. On connaît quand même tous de près ou de loin quelqu'un qui peut-être gravite autour de ça, dans les travaux, dans le locatif, dans la gestion, dans le syndic, dans l'entretien, dans le ménage, dans la conciergerie. T'as tellement de métiers autour de l'IMO que le sourcing, il peut venir de partout. En fait, il faut en parler tout le temps à tous les gens qui gravitent de près ou de loin avec le milieu de l'IMO et en fait, ça finit toujours par payer. Mais grosso modo, en tout cas, dans la foncière, notre métier, et entre guillemets, pourquoi on est employé, c'est du développement foncier. Donc, c'est vraiment sourcer des biens. Mais après, voilà, on essaie d'en parler au maximum autour de nous pour, voilà, essayer de décrocher le maximum d'opportunités. Ok, bah trop bien. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. Félicitations en tout cas hein, pour le parcours. J'ai eu plein Merci. d'invités exceptionnels, mais vous en faites partie bien sûr. Et merci à Émilie. Hein, c'est Émilie Pinkfear qui nous a mis en relation, qui C'est avait ça. fait l'apologie de vos connaissances et de votre parcours. Bah si on veut vous retrouver, comment on fait? Alors, on a un site internet et qui s'appelle, ça s'écrit foncièreorion.com. Ok, tu Sans peux accent épeler grave. Orion. Foncière, Fonciere. Si vous payez une taxe foncière, vous savez comment ça s'écrit, foncière. Orion, ORION.com. Donc foncièreorion sans tiret.com. Ok. Bah écoutez, ça m'a fait super plaisir. Donc si vous voulez voir notre épisode de podcast privé où on vous explique comment passer de 1 lot, 5 lots, 10 lots, 20 lots jusqu'à 100 lots, bah vous voyez, là on est à plus que 100 lots et à nous trois réunis encore plus. Et ben foncez l'écouter sur la boîte à outils des investisseurs. À très bientôt. Bye bye. Et voilà, l'épisode s'achève. J'espère que vous avez pris une bonne leçon d'humilité. Je vous rappelle, si vous voulez prendre un appel pour enchaîner les biens rentables ou commencer à investir en immobilier, vous pouvez aller sur le site du Club Invest. L'offre de lancement pour la crypto, donc sur grosbillet.com/crypto, s'arrête dans quelques jours au moment de la sortie de l'épisode. Et si ce n'est pas encore fait, allez écouter l'épisode de la semaine dernière, Salarié millionnaire, le guide anti-bullshit pour bâtir une fortune en travaillant. Je vous souhaite tout le meilleur. Si vous écoutez pas ça dans les premiers jours, pensez fort à moi. Je serai sûrement en train de me dorer la pilule au soleil. Non, enfin, comme toujours, hein, on est toujours un peu, euh, je suis toujours un peu en veille, mais voilà, ça va me faire du bien de prendre un peu le soleil, quitter la grisaille européenne. On se retrouve très bientôt. Bye bye.